Faut que tu acceptes. Ouais, voilà. Super. Trop bien. Et ben, de quoi tu as besoin? Comment est-ce qu'on peut faire de ce temps-là quelque chose qui te rende utile, soit utile? Du coup, j'avais envie de parler coaching avec toi, puisque on en discutait. Moi, je sais que c'est un projet que j'ai et je voudrais en 2022 devenir coach. Je le suis en puissance. Alors, l'idée, c'est vraiment de passer le cap. Et je suis très intéressée pour échanger avec toi sur comment est-ce que tu es passé de l'idée à l'action de devenir coach. Comment tu t'es jeté dans le grand bain de ce milieu-là. Donc, est-ce que ta formation t'a préparé à ça? On pourra aussi parler peut-être certification un peu dans le détail. Et je sais que tu es lancé dans la supervision récemment, ou en tout cas que tu suis une formation là-dessus. Donc, ça m'intéressera que tu m'en parles. Et puis, comment ça se passe aujourd'hui dans ton quotidien vraiment, Hmm. ton quotidien day-to-day de coach. Donc, après, j'aurai des petites questions plus spécifiques, mais on peut te laisser Ok. parler. Donc ça, c'est le plan que je Ça, note. c'est le cas, c'est le plan. Et donc, peut-être ma première question, ça peut être euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a décidé à devenir coach? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de devenir coach? Ah, c'est une bonne question. J'aime bien. Merci. Euh, En fait, je crois qu'il y a deux flots un peu qui se sont rejoints et qui font que j'ai sauté le pas. Il y a, donc comme je t'avais expliqué, j'ai travaillé en tout ce qui était conseil en transfo des organisations, dans des grands cabinets et sur des gros projets. Et je pense qu'il y avait une vraie... j'étais vraiment désabusée par ce que j'ai pu voir en change management, où je me disais, en fait, tu crées des énormes programmes pour accompagner des individus avec des problématiques hyper différentes. Toi, tu fais des decks de 25 slides, mais en fait, concrètement, tu arrives en bout de course, parce que c'est des grands projets IT ou des grands projets de transformation où, en fait, le change est souvent un peu laissé à la marge, je trouve, sur ce genre de projet. Et tu arrives en bout de course, tu n'as plus vraiment de ressources en termes financiers, mais tu as aussi plus vraiment de ressources en termes des gens, parce qu'en fait, ils sont fatigués d'avoir mis en place le projet. Et donc, du coup, au moment où ça doit leur rendre service, eh ben, tu les aides plus du tout dans la prise en main de leur outil informatique ou dans leur changement d'équipe. Donc, tu vois, je voyais tout ce que je faisais et je me disais, mais en fait, l'impact de ce que je fais comme travail, il est pas très élevé par rapport à ce qu'on pourrait avoir, je pense. Et surtout, il n'est pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'on a des impacts des réflexions organisationnelles, stratégiques, mais elles ont du mal à redescendre, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui m'a d'un côté où je me suis dit, mais c'est quand même, je suis censée être avec des experts. Merde, il y a un truc il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, il y avait ça. Et la deuxième chose, c'était le fait que je me dise, mais en fait, on néglige complètement quelque chose dans le monde dans le monde de l'entreprise, à commencer par moi, c'est ses émotions. Tu n'as pas le droit d'avoir la trouille, tu n'as pas le droit d'être en colère. Enfin, il y a un Aziz et un to be, enfin, il y a une situation initiale et il y a une situation finale. C'est un processus, mais en fait, tu traites de gens. Et du coup, comment est-ce que tu fais en sorte de prendre en charge ces émotions-là et on ne touche pas. Alors que, et je ne sais plus si je t'en avais parlé, mais moi, j'avais fait de l'improvisation théâtrale au Canada. Mhm. Et en fait, ce que tu fais en impro, tu es beaucoup avec l'individu que tu as en face de toi, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre. Tu es sur scène, il y a quelqu'un d'autre avec toi, donc tu es avec cette personne-là dans le moment, avec ce qui est pas. L'absence étant déjà un début de scène. Donc, il y a déjà quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et donc là, tu es vraiment dans la gestion des émotions. Tu es vraiment dans accueillir ce qui est présent, parce que c'est ça qui va te permettre de dérouler une scène derrière, en fait. Euh, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, ça c'est encore un autre sujet. Donc il n'y a même pas d'injonction à ce que ce soit bien, c'est juste une proposition que tu vas dérouler à un moment. Et je me disais, il y a ces deux mondes-là qui se recroisent. Et ça me paraît intéressant d'aller croiser ces trucs-là. Et ça, c'est un des managers qui m'a invité à aller regarder ça. Il m'a parlé d'un truc qui s'appelle l'improvisation appliquée, Applied Improv en bon français. Mhm. Et en gros, il m'a dit, mais va voir ce truc-là, ça a l'air de résonner avec toi, ce qui te plaît.
Effectivement, il y a des conférences en fait annuelles de ce réseau qui s'appelle AIN, enfin AIN, AIN en français. Et à l'époque, c'était à Berlin. Donc, je suis allée à Berlin pendant 4 jours. Et j'ai vu des coachs. Et moi qui ne connaissais rien au monde du coaching, je me suis dit, mais c'est marrant, ces gens-là font ce truc-là. Font à la fois le côté très orga, très granulaire, très équipe, très change, très org design. Et de l'autre côté, font de l'impro. Donc, ils sont dans le moment, dans le corps, dans les émotions, dans quelque chose de très, beaucoup moins là, mais beaucoup plus dans ce qui est présent. Et c'est comme ça que je suis arrivée au coaching. Et vraiment, au début, je crois que ce qui était présent, c'était, j'avais pas du tout envie de me mettre à mon compte. J'avais pas du tout envie d'être coach. Je me disais, c'est un truc que j'explore. En gros, j'ai fait 4 ans dans un cabinet de conseil au Canada. Et ensuite, je suis revenue en Europe où j'ai fait 6 mois de prise de recul, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, j'ai recherché un job. Et au moment où j'étais en train de chercher un job, parce que accessoirement, j'avais plus d'argent sur mon compte, je me suis dit, tiens, il y a ce truc-là qui s'ouvre de coaching. Je ne suis pas du tout en train d'envisager de me mettre à mon compte. Déjà, je cherche un job pour mettre de l'argent sur mon compte. Donc, me mettre à mon compte alors que je n'ai pas de ressources financières, que j'ai rien, beaucoup trop loin et je ne suis pas une entrepreneuse, quoi. Vraiment, c'est très clair pour moi. Donc, mais par contre, ce truc-là m'attire et me parle. Donc, je vais tester. Et j'ai fait toute la formation comme ça, de 1 an, du coup, jusqu'à me dire, en fait, je crois que j'ai vraiment envie de créer des clients, de commencer à facturer. Et progressivement, en fait, cet élément-là a pris tellement de place que je me suis dit, mais en fait, je ne vois pas comment aider, comment participer à des organisations autrement qu'en ayant cette posture-là, parce que je vois l'impact que ça a. Alors que moi, dans mon job, et j'ai d'abord travaillé en tout ce qui était MOE et MOA en IT, donc accompagnement de transformation voilà, au niveau des directions, notamment de la direction RH. Donc, c'était quand même des milieux que je connaissais avec des sujets qui m'intéressent. Et ensuite, j'ai travaillé en tout ce qui est en RSE, donc en développement durable. Donc, c'est aussi des sujets qui ont de l'impact. Et je me suis dit, cet impact-là, il est encore une fois trop haut, il n'est pas au bon niveau. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler au niveau des gens parce que c'est eux derrière qui vont se mettre en mouvement, que ce soit au travers de l'équipe. Du coup, ça va faire un petit élément qui, au travers de leur comportement, va changer l'ensemble de l'équipe, ou au travers du dirigeant. Et par exemplarité, ça va rebondir sur les gens en dessous. Et voilà comment je suis arrivée au coaching. Mais vraiment, je suis arrivée en étant quand même très sceptique par rapport au coaching, il faut le dire. Maintenant, c'est à la mode, mais à l'époque, j'étais hyper… c'est à la mode. Je pense qu'il y a encore beaucoup de détracteurs du coaching, on pourra en reparler. Mais j'étais quand même très… je considérais que c'était un peu bullshit, quoi. Alors qu'en fait, maintenant, je trouve ça génial. Donc, bien sûr, tu vois, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais c'est marrant parce que tu n'es pas la première coach à me dire que initialement, tu n'avais pas envisagé ce métier comme étant un nouveau métier à part entière, etc. Et en fait, qui a été séduite au fur et à mesure par le métier. Et ok. Et du coup, tu n'avais pas du tout envisagé la posture de… Enfin, si tu n'envisageais pas le métier de coach, du coup, tu n'envisageais peut-être pas la posture de thérapeute comme… parce que c'est deux postures très différentes. Ouais. Et on est dans les deux cas dans une relation d'aide à la personne. Ouais. Et moi, par exemple, je me suis posé la question. Et je sais qu'il y a des partisans, en tout cas dans le monde du coaching, qui disent il faut vraiment mettre une frontière, un mur entre les deux. Et puis d'autres qui disent au contraire, en fait, si on a les compétences et qu'on sait changer de casquette et être clair sur les domaines que tu connais, sur ce que veut la personne, etc., ça peut se combiner. Oui. Alors déjà, moi, non, parce que je crois que ma famille est vraiment très, très réticente à la thérapie de manière générale. Je pense que je suis la seule de ma famille à avoir des psys, à être dans ces domaines-là. Je pense que c'est vraiment un truc, alors là, pouf, ils ont dit non. Donc, je pense que j'avais un peu ça qui venait derrière. Tu vois, maintenant, je le dis en rigolant, mais à l'époque, je pense qu'il y avait aussi ça. Il y avait aussi le fait que j'ai fait des études en tout ce qui était prépa littéraire. Et pendant ces études-là, j'ai trouvé ça très intéressant intellectuellement. Mais ce qui m'a beaucoup manqué, c'est d'être dans l'action.
Et donc, je n'avais pas du tout envie d'un truc où je parle, il n'y a pas vraiment d'action. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit actionnable tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi des formations de coaching américaines, parce que je sais comment la claque, tu vois, ça va à l'essentiel, sans que ce soit trop intello, trop scolaire, trop machin. Et du coup, la thérapie, moi, je me disais, mais en fait, moi, j'aime bien bouger, tu vois, être dans le corps et tout. Je vais être assise à écouter des gens dépressifs. Je te le fais en très, très, très… parce que c'est pas du tout ça, tu vois. Mais je ne peux pas. Enfin, je n'ai pas la bande passante émotionnelle pour faire ça. Et j'ai pas envie. Donc, il y a ça. Et après, il y a l'autre volet de ta question autour de la différence entre thérapie et coaching. Et là, il y a plein d'opinions, enfin argumentées, hein, mais sur il faut distinguer. Je pense qu'il y a 2 choses qui jouent par rapport à ça. Il y a c'est l'intention. Quelle est l'intention d'un coach versus quelle est l'intention d'un thérapeute? L'intention d'un coach, elle est définie en termes d'objectifs avec le coaché. Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller avec le coaché? Quels sont les objectifs du coaching et comment est-ce qu'on va aller vers ces objectifs-là? Donc, il y a un point A et un point B et on y va ensemble. Ouais. En thérapie, l'intention, elle est beaucoup plus autour de… beaucoup plus large, beaucoup plus vague, et elle peut être autour de juste explorer, se sentir mieux. Tu vois, ça peut être des éléments plus comme ça, sachant que tu as un peu plein de thérapies. Tu vois, tu as les thérapies brèves, par exemple, qui sont assez orientées action. Mais c'est vrai qu'il y a, même si pour en avoir discuté avec des psys, des psychiatres de ces sujets-là, parfois, ils invitent à la réflexion et à l'action, mais ça va aller un cran moins loin de ce que nous, on peut faire en coaching. Ouais. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a le rapport au temps, je pense, qui n'est pas le même. C'est-à-dire que quand tu vas travailler en coaching, tu vas dire, OK, moi, je vais aller au point B et je me rends compte que il y a un truc dans mon enfance, je te prends le cas extrême, hein, qui fait que du coup, j'ai une peur je sais pas, j'ai une peur par rapport à ça dans mon enfance. En tant que coach, on peut aller regarder ce truc-là, mais on va le regarder au regard d'un objectif vers lequel on a envie d'aller. Donc, se dire, tiens, moi, j'ai envie d'aller là, je me rends compte qu'il y a ce truc-là qui me freine, c'est vraiment un obstacle. Donc, qu'est-ce que je peux aller faire comme travail sur ce sujet-là? Et ça peut être un travail psy et ça peut être un travail aussi très actif, très coaching. Tu vois, tu peux avoir 2 types de travail. Mais c'est toujours en regard de quelque chose vers lequel tu as envie d'aller. Et c'est souvent donc, dans le présent et dans le futur. Tu peux aller voir dans le passé. Ça me fait penser à un autre truc d'ailleurs. Je te le dirai après. Et en thérapie, tu vas voir dans le passé et là, tu vas explorer, tu vois. Et tu es plus dans le présent, moins dans le futur. Ce qui est marrant, c'est que pour avoir discuté avec une coach qui est au Québec, elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'ils ont ces grandes réflexions au Québec sur le coaching et la thérapie. Et à l'époque, alors ça fait 2 ans que je vais parler, mais je serais curieuse de savoir où c'en est maintenant. Il faudrait que j'aille vérifier. C'est qu'ils avaient commencé à mettre des règles et que les coachs n'avaient pas le droit d'évoquer le passé avec leurs clients. Ah ouais. Et là, je me dis, ah ouais, ça va être compliqué parce que quand même, on a quand même un bagage, tu vois, culturel, social, émotionnel qui fait qu'on arrive aujourd'hui pas vide, quoi. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné. Je pense que c'est… Bon, voilà, je pense qu'il y a tout ça. Et après, je pense qu'il y a ta posture personnelle, ça, c'est le 3e volet, qui fait que de savoir ton niveau de compétence et à quel moment, en fait, ton client, tu vas plus lui rendre service. Et à quel moment il a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, sachant qu'un travail psy peut être fait en parallèle d'un travail de coaching. Et moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai eu des cas où assez vite, je me disais, bon, là, c'est un psy. Maintenant, j'ai quand même vachement plus de solidité intérieure pour tenir vraiment ton client sur des sujets qui avant m'auraient fait peur et que j'aurais… tu vois, maintenant, je me dis, non, c'est bon, là, je peux tenir des sujets et aller chercher plus en profondeur des éléments alors qu'avant, pas nécessairement, quoi. Oui, ça vient avec le temps, avec la maturité, la confiance aussi en soi. Et plus t'en fais, plus… Ouais. Et puis, c'est vraiment je pense que c'est important aussi d'être bien entouré en tant que coach, de savoir, bon, déjà, de faire ton propre travail sur toi, parce que sinon, tu vas projeter sur tes coachés qui t'ont rien demandé tes propres peurs, tes propres schémas mentaux et tout. Mais aussi avoir 2-3 personnes ressources auprès de qui tu peux
soit poser des questions, soit référer tes clients, idéalement les deux. Tu vois? Donc comme ça, si un jour moi je sais qu'une fois, j'ai une prospect qui est arrivée et qui m'a dit assez rapidement qu'elle était schizophrène. Moi, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas dans sa façon d'être posée vis-à-vis de moi et très, très vite, déjà je l'ai renvoyée sur une psychiatre ou un psychiatre, médecin et puis, voilà et ensuite j'ai débriefé avec une psychiatre pour demander, voilà: «Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse en plus? Qu'est-ce que tu en penses toi? Vraiment donne-moi ton regard pro pour que je puisse, ajuster, si besoin». Donc ça, je pense que c'est important d'avoir un peu un écosystème, Ouais, sur lequel tu peux t'appuyer. c'est vrai, ouais. Mmh. Ok. Et je rebondis, tout à l'heure, tu as parlé de ta formation. Oui. Tu t'es formée aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette formation-là? Et est-ce que tu étais à temps plein, en fait? Est-ce que tu t'es Mmh. dédiée pendant cette année à ta formation? Raconte-moi un petit peu. Alors, comment j'ai choisi cette formation? Honnêtement, je crois que j'ai tapé formation de coaching sur internet et là, j'ai fait: «What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 25 trucs, je comprends rien». Donc, la patience étant ma dernière qualité, j'ai regardé les gens avec qui j'avais bien accroché, à cette fameuse conférence sur l'improvisation théâtrale appliquée. Et Mhm. les 2, donc il y avait une nana de Suisse et un gars de Belgique. Et j'aime bien le fait que ce soit francophone sans que ce soit français. Parce qu'encore une fois, je revenais du Québec, alors du coup, j'avais besoin d'autre chose, je crois. Et ils avaient tous les 2 fait la même, qui est CTI, donc Coaching Training Institute, Mhm. qui est une formation nord-américaine. Hem Et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais regarder ce truc-là, je vais, prendre le bouquin, je vais» bon voilà, tu trouves que tu comprends rien, c'est hyper abscon, en même temps, c'est complètement straightforward, donc tu dis voilà, et donc je me suis dit: «Bah, je vais faire 3 jours». Il y avait 3 jours de fondamentaux Mhm. et au bout des 3 jours, je déciderai. Hem Et je me suis payée je sais plus combien ça coûtait à l'époque, je crois que ça coûtait 800 balles. Donc j'étais au chômage, donc je n'avais pas je n'avais pas d'argent et je n'avais pas d'emploi. Mais je me suis dit: «C'est pas grave, je prends ces 800 € et j'investis et puis je verrai bien» parce que sinon, là, à date, j'ai pas de moyen de prendre ma décision. Tu vois? J'ai pas Mhm. assez d'informations. Donc voilà. Et puis, donc j'avais fait ça en février et puis en avril, j'ai quand même trouvé un job. Hem Et puis du coup, bah, job à temps plein et là, c'était des formations sur les vendredis, samedis, dimanches. Ok. Donc bah, du coup, ça me demandait juste de prendre le vendredi, ce qui était largement possible à l'époque. Voilà ce que j'ai fait du coup et après je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu le soir, Mhm. ouais donc Et alors, est-ce que tu as des livres, des grands classiques ou des choses qui t'ont mmh, fait prendre des consciences de choses, enfin, genre tes deux, trois livres clés dans le coaching ou annexes, hein, mais... ouais. Ah attends, alors ils sont derrière moi avec un peu de chance. Ouais, il y en a deux trois, je vais te les montrer. Alors, il y en a un que j'ai pas ici parce que j'ai dû le laisser à un autre endroit parce que je l'adore. C'est un bouquin de Seth Godin, Sethgodin, qui s'appelle Tribes, Why We Need You to Lead Us. Et ça a été traduit en français par Tribu, nous avons besoin de vous pour mener, un truc dans le genre. C'est Ouais. sur le leadership et c'est un petit bouquin assez simple, sans être simpliste, qui parle de qu'est-ce qu'un leader, comment être un leader. C'est à la fois très orienté business, donc pour moi c'est vraiment ce qui me plaît, et en même temps Mhm. très actionnable. Ok. Et j'en parle vraiment souvent de ce bouquin, notamment autour de la vision et enfin, qu'est-ce qui est attendu d'un leader et qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre leadership et management. Ok. Voilà. Ensuite, il y a
ce gars-là, Daniel Priestley, Ok. qui est un Britannique. Donc là, je t'ai pris Oversubscribe parce que je le trouve intéressant. C'est moins un bouquin de coaching qu'un bouquin de business Ok. et qui t'explique comment monter un business. Je pense que c'est important pour les coachs d'avoir ça en tête. Et donc, il t'explique comment l'idée d'être oversubscribed, c'est de créer un sentiment de spécificité ou de particularité Ouais. pour un produit ou un service. Donc, par exemple, ce service-là, c'est une exclusivité, c'est juste 2 jours et c'est un prix particulier. Et donc, du coup, Ouais. il t'explique comment tu peux créer ces cycles-là de vente et comment tu peux créer un business successful. Voilà. Et après, il y a ce dernier, alors c'est que des livres en anglais, je réalise, c'est celui-là, Marcus Bird, The 3-Minute Coach. Et en fait, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il y a souvent cette idée en coaching que pour faire une bonne séance de coaching, il faut que ce soit long. Que voilà, c'est en 1 heure, 1 heure et demie, que tu explores vraiment le cas de ton client, tu comprends et tu vas en profondeur. Non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Tu peux vraiment faire des bons coachings en 3 minutes. Donc, c'est vraiment du speed coaching qu'on fait. Et donc, c'est cette idée que, je ne sais pas si je le vois ici, mais voilà, ça. Ask, show and tell. Comment tu vas aller ouvrir la demande de ton client pour arriver à de quoi il a besoin, pour Ouais. ensuite l'inviter à réouvrir sur qu'est-ce qui est possible. Et je trouve que ça, c'est un bon schéma pour expliquer le coaching. C'est je pars de la demande du client et je vais en tant que coach comprendre ce dont il a besoin, qu'il me demande ou que je lui montre. Et ensuite, comment est-ce que on va pouvoir explorer ensemble, en termes de posture, ce vers quoi il peut se diriger son attention. En 3 minutes. Ouais, alors là, ce qu'il propose, c'est 1 minute ask, 1 minute show, 1 minute tell. Mais tu peux le faire, tu peux le faire en plus long, mais en 10 minutes. Des exercices que j'ai fait quand j'étais en Californie avec des coachs, c'était, je ne sais plus combien c'était, mais je suis à peu près sûre que c'était 3 minutes, parce que ça peut être très long, 3 minutes. Où en fait, c'était des speed coaching. Donc, tu te fais coacher pendant 3 minutes, plusieurs fois, donc par 5 personnes. Et puis ensuite, toi, tu coaches 5 personnes différentes sur 5 sujets différents. Et en fait, tu te rends compte qu'en tant que coaché, tu peux choisir à chaque fois des sujets différents. Tu peux choisir le même sujet, mais en fait, tu vas avoir des idées, des perspectives différentes, même si en face de toi, le coach, il arrive à te faire un petit peu plus avancer. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, le problème que j'ai pu voir en coaching, c'est le coach veut arriver à un endroit. Parce qu'il Ouais. dit: «OK, j'ai un objectif de coaching et tout, il faut qu'on y arrive». Sauf que ton client, il va avoir des prises de conscience ou pas, mais en fait, il va avoir son propre rythme qui n'est pas le tien. Oui. Et donc, on va être en tant que coach avec cet inconfort de se dire: «Merde, mon client, il n'a pas ce dont il aurait besoin. Là, on est bloqué, on n'arrête pas de faire des rondes depuis tout à l'heure pendant 45 minutes, ça ne marche pas, il faut que je trouve quelque chose, comme ça, il y aura des actions à faire à la fin de la séance». Parfois, il y a juste être avec ça et juste repointer à ton client: «Tu sais, en fait, on est en train de tourner en rond depuis 45 minutes». On peut le faire, hein, on peut continuer et ça m'est arrivé avec certains clients de tourner en rond pendant des semaines. C'est le rythme de ton client et juste de continuer à pointer: «Tiens, tu es encore en train de t'auto-saboter, ça ne marche toujours pas». Et toi, en tant que coach, d'être très clair sur ce moment-là de, ça va arriver alors que tu ne le vois pas. Et ça, je pense que c'est hyper important en tant que coach de croire en ton client alors que lui-même ne croit pas ou plus en lui. Et c'est ce que j'appelle en bon français hold the space of possibilities. Donc, c'est vraiment créer l'espace des possibles pour ton client et le tenir, vraiment cette idée de tenir l'espace des possibles. Alors que ton client, il va essayer consciemment ou pas, c'est souvent très inconscient, de te convaincre qu'en fait, non, c'est pas possible. Et si tu te laisses avoir, c'est mort. C'est mort parce que tu peux plus coacher.
parce que du coup, tu vas être dans la perspective de ton client. Ouais. Donc, faut Et changer de cadre de référence, quoi. complètement. Tu rechanges de cadre de référence, sauf que c'est souvent pas si facile. Quand tu as commencé à projeter aussi, parce que tu projettes des trucs sur tes clients, bien sûr, tu vois, on est humain. Donc, de faire attention à ce que tu projettes. Et puis, tu as des clients très malins. Ils sont très malins, les clients. Du coup, ils vont bien t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Ouais. Ouais. Et le livre dont tu me parlais, là, juste à l'instant, sur comment... Alors, de Daniel Priestley, donc comment monter un business successful, ça me fait penser, est-ce que ta formation est préparée à l'exercice professionnel du coaching, enfin, tout ce qui est statut juridique et compagnie, tu as été lâché dans la nature Ouais, complètement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui préparent à ça. Je crois qu'ils préparent un tout petit peu, genre 2 jours de formation où ils t'expliquent en gros de te mettre en statut auto-entrepreneur et de se facturer. Voilà. Moi, je conseille ça à tous les coachs d'ailleurs. Un, de facturer, et deux, donc de facturer dès la première heure, enfin dès que possible. As soon as possible. Et tu peux te faire rémunérer de plein de façons. Tu peux te faire rémunérer par un bouquin, tu peux te faire rémunérer par un café, tu peux faire... mais de demander quelque chose en retour, parce que ça demande aussi un effort de la part de ton client. Ouais. Et après, sur le business du coaching, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas de... apprendre à monter son business, c'est toute une autre formation. Enfin, tu vois, c'est pas la posture de coach. Je pense que la plupart des formations t'apprennent à la posture de coach, parce que c'est une posture, enfin, c'est un positionnement par rapport à une situation, une personne. Ouais. Et du coup, toi, tu t'es préparé comment à ce grand saut dans le libéral? Parce qu'en plus de ça, au début, tu me disais, oui, moi, je suis pas du tout une entrepreneuse, je n'avais pas du tout envie de monter ma boîte. Ouais. Et force est de constater que finalement, c'est ce que tu as eu envie de faire et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Est-ce que tu as été épaulée par des personnes? Est-ce que c'est en lisant des bouquins? Et à quoi quelles ont été tes difficultés là-dedans? Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Déjà, je pense que je me suis jamais dit je veux me mettre à mon compte, parce que je crois que ça m'aurait fait trop peur. Donc, j'ai créé un narratif intérieur autour de je lance ce projet. Pour moi, le mot projet était beaucoup plus chargé en termes d'éléments positifs que je monte mon entreprise. Wow. Donc, tu vois, un conseil souvent que je donne à des coachs, c'est, des gens qui se mettent à leur compte, c'est quel est le mot, quel est le verbatim qui te parle et qui te met en puissance, pas le truc qui te fait flipper, parce que du coup, donc non. Donc, déjà, je me dis, j'avance sur ce projet coaching. Et ensuite, ce que j'ai fait d'un point de vue très concret, c'est que je me suis fait coacher. Parce que je me suis dit, si je veux avoir des clients, il faut que je puisse expérimenter le fait de donner de l'argent. Donc, c'est hyper inconfortable de donner de l'argent sur quelque chose que je ne sais pas. Parce qu'en coaching, tu ne t'engages pas sur un résultat. Tu as des objectifs de coaching, mais tu ne t'engages pas sur un résultat, tu t'engages sur un objectif de moyens. Et donc, moi, je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, je me suis payé ma propre formation. Donc, déjà, tu vois, j'ai choisi de me payer ma formation et de ne pas aller en vacances, par exemple. C'était des choix. Mais je me suis dit, il faut que je fasse un cran plus loin, parce que si je ne me paye pas de coach, et puis en plus, typiquement, j'ai besoin d'aide sur ces sujets-là, en fait, je ne saurais pas ce que ça veut dire. Et puis, je n'ai pas de projection, je n'ai personne autour de moi que je vois qui font un job qui me plaise. Et donc, du coup, je suis tombée sur un gars qui s'appelle Leo Babauta, Leobabauta, qui est donc c'est que des références nord-américaines, je suis désolée, qui est un gars qui fait beaucoup de trucs autour de la mindfulness, la méditation et tout. Et en fait, il parlait dans un de ses posts d'un mec qu'il adorait, qui était son coach. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais aller voir. Je suis tombée sur ce gars-là, et puis j'ai vu qu'il faisait des packages très, très chers. Donc, j'ai fait, bon, non, c'est pas pour moi. Il disait, je coach des high achievers qui sont super successful. J'étais, non, c'est pas mon cas, donc out. Et puis 6 mois après, je retombe sur ce même coach qui s'appelle Toku McCree,
que j'aime beaucoup, et qui disait, moi, je fais une offre spéciale pour Noël. Je vous propose un coaching et vous mettez le prix que vous voulez. Le seul deal entre vous et moi, c'est vous mettez un prix qui vous fait peur et vous m'envoyez un mail pour expliquer pourquoi est-ce que vous auriez besoin de travailler en coaching. Et là, j'ai fait un truc qui était hyper stressant pour moi, c'est-à-dire que j'ai mis un montant en dollars qui me faisait super flipper, c'était 5 000 balles à l'époque. Donc, c'est beaucoup, tu vois, j'ai pas de particulièrement d'épargne parce que je venais de me faire 11 mois sans boulot, donc j'en avais pas particulièrement. Et là, je vois sur le site, parce qu'au Canada, aux États-Unis, ils font toujours hors taxe et toute taxe. Et là, je vois genre plus 20% et je fais oh là 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 là. Donc déjà, le prix était très élevé pour moi et là, c'était encore plus élevé. Donc, j'ai appuyé sur envoyer et je fais c'est pas grave, j'y vais quoi. J'envoie, t'envoies l'argent sans savoir si le gars va te répondre ou pas. Donc, il y a vraiment un acte de complètement folie. Et dans la foulée, je lui envoie un super long mail où j'étais assez vulnérable et je lui disais, écoute, voilà où j'en suis, je veux monter ma pratique de coaching, mais en fait, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. Il n'y a personne en France que je vois, parce que je ne connais personne, et tous les gens que je vois, c'est juste des juniors. Tout le monde me dit que ce n'est pas possible de faire ça. Toi, tu as l'air de bien y arriver. J'ai besoin d'aide, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré ensuite d'autres coachs et d'autres mentors qui gagnaient aussi leur vie avec le coaching. Et moi, ça m'a toujours permis de me projeter dans des gens qui étaient très, tu vois, ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi et ils étaient très abordables en fait. Et je me dis, en fait, c'est ça que je veux. Moi, j'ai pas envie de faire un, comment il s'appelle ce gars là qui fait des grandes, enfin soit Clotilde Dussolier, soit les nanas qui font des podcasts, qui font des grands programmes. Moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi, j'ai plutôt envie de faire des trucs plus intimistes, plus customisés. C'est leur façon de voir le coaching, ils gagnent leur vie avec. En fait, si eux, ils le font, moi, je peux au moins essayer. Donc voilà, donc c'est ça. Et après, la dernière chose, et tu me dis, quand on a marre et que tu as envie de m'interrompre, n'hésite pas, c'est quand je me suis mise à mon compte, il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'oublierai jamais cette phrase, donc c'était une coach que j'estimais et que j'appréciais beaucoup, qui était pas mal plus âgée que moi, pas mal plus expérimentée, et qui m'a dit, mais en fait, Amy, ça n'est pas possible de gagner ta vie avec le coaching. Et je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Enfin, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais essayé full. Je ne sais pas en fait si c'est possible de gagner ma vie avec le coaching. Je me donne 6 mois pour vraiment essayer de faire que ça et de voir si ça fonctionne. Et puis, au bout de 6 mois, ça allait. Mais en fait, je pense que la plupart des coachs, quand ils se lancent, ils partent avec cette croyance limitante. Déjà, je pense qu'ils font l'erreur de ne pas prendre de coach. Donc ça, à mon avis, c'est une erreur parce que du coup, tu es bloqué par tes propres croyances. Et ensuite, merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et ensuite, ils n'essayent pas vraiment. Ils n'essayent pas vraiment au point de c'est vraiment inconfortable. Et là, OK, il faut que je change de stratégie. Mais une stratégie, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut un peu de temps. Enfin, tu vois, c'est pas en 2 mois que tu construis un truc. C'est déjà en 6 mois de regarder, OK, là, est-ce que ce que j'ai testé, ça fonctionne pas, et de se faire un petit Rex au bout de 6 mois. Si tu changes de stratégie tous les 2 mois, en fait, il n'y en a aucune qui va fonctionner. Donc, parce que tu lui laisses juste pas le temps. Mais c'est hyper flippant parce que tu vois ton compte en banque qui est en train de faire ça. Voilà. Et moi, la dernière chose qui m'a aidée, je pense, c'est que je n'avais pas de chômage ni quoi que ce soit. Donc, en fait, il fallait que je facture tout de suite. Donc, en fait, quand tu factures et que tu as ton loyer à payer, tu y vas, quoi. Enfin, tu dis, c'est inconfortable, mais je commence tout de suite à demander des sous. Et j'ai fait des propositions, mais tellement débiles. Des trucs super élevés, des trucs très bas, où j'étais du coup frustrée. Enfin, tu vois, je me suis aussi beaucoup amusée avec mes chiffres pour m'entraîner à donner des chiffres, quoi. Parce que ça reste des chiffres. Voilà. Je me suis un peu éparpillée partout. Je ne sais pas si ça répond un peu. Non, mais si ça répond bien à ma question, parce que ce grand saut dans le libéral, ça fait peur à plein de gens. Et tu soulevais la question de pouvoir en vivre. Effectivement, moi, pratiquement tous les coachs à qui j'ai parlé de mon projet m'ont tous dit ah, mais par contre, c'est vraiment difficile d'en vivre. Il y a très, très peu de coachs qui arrivent à en vivre. Il faut vraiment s'accrocher. Je vous conseille vraiment de trouver un job alimentaire à côté et de faire ça pour le plaisir. Et
moi, c'est pas du tout ça que j'envisageais et j'ai du mal à, j'ai du Non. mal à croire qu'on peut se donner autant de mal et acquérir des compétences, etc. Et c'est quand même très utile, le coaching. Et donc, de ne pas réussir à en vivre, il y a un truc qui cloche quelque part. Mm. Ou alors, c'est pas un souhait des personnes, mais ouais, donc ça fait écho. Non, et c'est sûr qu'après, ça pose la question de quel type d'entreprise slash quel type de vie est-ce que tu as envie de construire pour toi. Par exemple, Son nom est revenu, c'est David Laroche auquel je faisais référence tout à l'heure. David Laroche ou Le Type du Solier, tu les connais ces gens-là? Non. Va voir ce qu'ils font. Donc, c'est des gens qui ont monté leur business model très différemment de mon propre business model. C'est-à-dire qu'ils ont un business très en entonnoir avec beaucoup de choses gratuites, Ouais. beaucoup de contextes de contenu gratuit. Donc, Clotilde Dussolier, elle fait le podcast Change ma vie. Donc, elle a fait je ne sais pas combien de contenus gratos sur ce podcast-là. Et David Laroche a fait énormément de vidéos Ouais. il y a quelques années gratuites sur du Si, oui, je vois. coaching, du mentor. Et donc, en fait, ils vendent quelque chose de gratuit qui a un peu de valeur, mais pas beaucoup, gratuitement. Et ensuite, progressivement, ils vont faire donc un business en V, des conférences, donc qui sont à des prix relativement abordables, avec beaucoup de monde. Puis ensuite, des programmes collectifs. Et puis ensuite, du coaching individuel. Donc, c'est Ouais. un hyper classique pour monter un projet. Tu peux faire pareil pour des produits, pour des services. Je fais un audit de ta boîte gratuitement et puis ensuite, tu rentres dans un programme et puis voilà. Avec toute une équipe et beaucoup de marketing derrière. Donc ça, c'est une façon de faire. Et beaucoup de vulgarisation du travail aussi. Enfin, il y a pas mal de choses derrière. Moi, ce n'est pas du tout la façon dont j'avais envie de travailler. Je n'avais pas du tout envie de me mettre particulièrement sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. J'avais plus envie de travailler vraiment en one-to-one avec quelques clients et puis vraiment faire un travail en profondeur. Tu vois, David Laroche, je pense que les 80% de son chiffre d'affaires, c'est par des programmes faits par d'autres personnes. Et derrière, il a monté toute une structure. Tu vois, moi, c'était vraiment pas ça ma logique. J'avais pas du tout envie d'avoir des salariés travaillant pour moi. C'était beaucoup plus dire comment moi, je peux, à mon niveau, agir avec quelques clients. Et puis aussi, j'ai accessoirement envie d'avoir une vie où je suis, où je profite aussi de ma vie. Enfin, je suis entrepreneur aussi pour être, principalement pour avoir cette liberté de choisir ce que je veux et je ne peux pas me retrouver coincée par un propre système, que ce soit le mien ou pas. J'avais déjà énormément travaillé dans le conseil, donc je ne voulais pas retrouver quelque chose de similaire. Et donc ça, je pense que c'est important d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'inspirer parce que oui, tu vas avoir des détracteurs comme partout en fait. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur des chiffres il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, je suis retombée sur parce que je me suis dit, mais attends, combien de personnes gagnent leur vie dans le coaching? Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Mais les gens qui se disent, moi, je veux gagner ma vie avec de la formation, etc., au final, ils y arrivent, ils gagnent avec la formation, ils font un peu de coaching à côté. Ouais. Et les coachs qui veulent gagner de leur vie avec le coaching, ils se donnent les moyens de le faire et ils vont, par exemple, enseigner dans des écoles de coaching ou faire de la supervision, faire ce genre de choses. Et ils se donnent aussi les moyens. Ouais. Donc, je pense que ce qui est important, c'est, et tu n'es pas obligé d'avoir toute la vision globale de là où tu as envie d'aller, mais te dire, OK, moi, déjà, par rapport à ces deux trucs-là, et par rapport peut-être du collectif, tu vois, qu'est-ce qui m'attire le plus? Est-ce que c'est plutôt l'organisationnel? Est-ce que c'est plutôt les équipes? Est-ce que c'est plutôt de la formation? Est-ce que c'est plutôt cela? Moi, je sais que je n'avais pas du tout envie de faire de la formation parce que c'est ce que j'avais fait en tant que consultante et je n'avais pas trop envie d'être dans du collectif. J'y reviens maintenant, mais à l'époque, je n'avais pas trop envie parce que c'était ma vie d'avant et j'avais envie de faire un truc vraiment différent. Donc, Donc, c'est possible. ouais. Et j'ai commencé à me renseigner, moi, un peu sur le marketing et puis comment monter. En fait, je pense que c'est important de se différencier. C'est-à-dire que, Ah, effectivement, tu me ouais. disais, c'est bien de choisir ce qui t'attire le plus et sans pour autant être spécialisé, mais en tout cas avoir un type de coaching que tu vas plus essayer de développer qu'un autre, Mhm. que ce soit en one-to-one ou en équipe ou en entreprise. Euh,
Et donc, je me dis, il faut se différencier. Et pour ça, c'est pas en disant, bah voilà, je suis coach et je peux tout faire. Mm. Et donc, ça doit passer par ton identité de coach, Mm. qui, elle, doit être spécifique, et par des critères ou des caractéristiques différenciants. Mm. Donc, toi, est-ce que tu as fait ce travail-là et si oui, bah, comment est-ce que tu te présentes à tes potentiels clients ou en tout cas, quels sont tes axes de différenciation? Tu connais le personal branding? Oui, on est en plein dedans. Exactement. C'est exactement ça. C'est en gros d'avoir conscience de quelle énergie tu dégages, Mhm. de quel est l'impact que tu as sur un groupe, sur une personne. Donc ça déjà, c'est visé de l'extérieur. Et toi, qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Vers où est-ce que tu as envie de passer du temps, etc. Donc il y a tout ce travail-là, je pense, de prise de conscience et de savoir comment est-ce que tu vas le marketer derrière, sachant que tu prends des parties de toi que tu vas mettre en avant ou pas, tu vois. Ouais, Et après, tu peux le marketer jusqu'à la façon de t'habiller. ouais. Tu vois, moi, par exemple, dans ma façon de m'habiller, je suis assez casual. Enfin, je suis pas hyper, enfin, je suis souvent en jean et en basket. Je suis souvent pas beaucoup maquillée. Voilà. Et après, dans ton site internet aussi, la façon dont tu le présentes. Moi, je suis assez enjouée, enfin, tu vois, et j'aime ça aussi dans mes coachings. J'ai besoin de ça et je suis assez speed. Donc, j'ai aussi besoin de ça. En tout cas, j'attire des clients qui sont plutôt comme ça. Donc, il y a ces deux volets, je pense, la conscience de toi et de l'impact que ça a sur l'autre, et puis la conscience de quel type de client, du coup, tu vas toucher. Je ne vais pas beaucoup toucher des gens qui sont à l'opposé de moi. Enfin, ils vont juste pas, ça va pas fitter. Enfin, c'est comme des amitiés. En fait, il y a des gens avec qui ça fit et puis d'autres avec qui ça fit pas. Donc, il y a ça. Et après, ce que je disais, ouais, c'est que tu vas choisir un angle que tu vas avoir envie de mettre en avant. Je te donne deux exemples, deux de mes mentors coach. Donc, il y en a un qui s'appelle Adam Quiney qui communique autour de l'intelligence et la brillance. Et donc, Ouais. son angle d'attaque, c'est je travaille avec des gens qui sont brillants, mais qui ont oublié qu'ils le sont. Et donc, du coup, ça va être des gens qui sont très dans la tête, qui sont assez mentaux. Et qui sont plein d'autres choses. Mais du coup, ça va être le choix qu'il a pris pour rentrer dans le business. Sa femme, Bay, qui est de mes grandes amies et grandes mentors et excellente coach, elle a pris un angle assez différent. Elle a pris l'angle de l'émerveillement. Ouais. Et elle a dit, bah, moi, en fait, je travaille autour de tout ce qui est le créatif, la création des possibles, le côté très... elle a envie de bosser avec Disney, Alice in Wonderland, tout cet univers-là. Donc, rien qu'en termes d'image, de discours, de projet, tu vas voir leur site internet, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Donc ça, c'est des choix. Ouais. Tu vois. Bay aurait très bien pu dire bah, moi je communique aussi sur l'intelligence parce qu'elle est aussi brillante et que voilà. Adam il aurait pu très bien dire bah, moi je communique sur le côté je sais pas activité et mouvement parce que c'est aussi quelque chose qui fait. Mais non, tu vois. Donc c'est des choix aussi toi d'appétence. Ouais. Donc moi la première chose sur laquelle j'ai communiqué c'était autour du mouvement je pense, Mhm. de la prise de décision. C'était ça la prise de décision parce que je pense que c'était le sujet sur lequel je galérais à cette période-là. Donc ça, c'est aussi le bon à savoir. C'est aussi des sujets sur lesquels toi, tu es en train de Oui. gérer. Et moi, là, maintenant, mon identité de coach, elle est autour de... Donc moi, je travaille plutôt... Enfin, la façon dont je présente mes clients, c'est des gens qui sont effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. C'est des gens qui Ouais. sont brillants, qui sont successful. Enfin, ils réussissent ce qu'ils font. Et du coup, ça pose un problème. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ça marche, sauf qu'ils, du coup, ils ne savent plus quoi faire, parce qu'en fait, il y a tellement de choses possibles qu'ils sont un peu coincés. Donc, soit ils se retrouvent à faire 25 trucs en même temps. Tu vois, j'ai une cliente, elle était prof de yoga, elle avait 2 enfants, elle courait des semi-marathons et elle était presque directeur territorial d'une grosse boîte du CAC 40. Je fais, OK. Soit c'est des gens qui, du coup, sont complètement bloqués parce qu'ils disent bah, si je fais quelque chose, je vais y arriver. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que je sais que c'est la bonne chose?
et qui se retrouvent coincés là-dedans. Et du coup, ça va être souvent des gens qui vont avoir du mal à se reconnecter à leur corps, à l'intelligence du cœur, à l'intelligence du corps. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter dans mon coaching, quelque chose de l'ordre de moins là, même s'il y a ça, et plus là. Tu vois, je vais utiliser la philosophie de l'improvisation théâtrale, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas nécessairement communiquer. Je vais plutôt communiquer sur les gens et leurs difficultés. Enfin, en tout cas, ce que je peux voir et mon type de client. Je ne vais pas faire le comment, parce que le comment, en fait… Oui, ça vient après, en fait. Ouais. Ils n'ont pas besoin de se projeter directement dans la méthode et comment ça va se passer, mais plutôt de se reconnaître Ouais, pour avoir envie de venir, quoi. ouais, ouais. T'as une idée, toi? Oui, moi, je voudrais prendre l'angle du corps et des émotions. Enfin, mais vraiment de l'intelligence corporelle et émotionnelle, voire même cibler ces problématiques-là, c'est-à-dire des gens qui se sentent mal dans leur corps ou en fait qui ont une perception d'eux en fait qui va les bloquer dans leur quotidien ou même dans leur job. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire, on va tout le temps traiter de confiance en soi, on va traiter de croyances limitantes, etc. Mais je pense qu'effectivement, l'angle par lequel prends, l'angle que tu prends, va te permettre d'attirer des personnes un peu différentes et de te différencier. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler sur le corps. Donc, d'amener les personnes. Alors, je sais que le coaching et tous les coachs disent oui, on travaille tous avec l'alignement, tête, cœur, corps, etc. Mais Non, mais ça reste très conceptuel, ça. mon objectif, c'est vraiment d'axer très fort là-dessus. Puis je suis une danseuse, donc j'ai beaucoup dansé. J'ai une sensibilité dans mes sens et mon toucher qui sont très très fortes. Et j'ai un rapport à mon corps ces dernières années qui est plus fin et qui m'a montré que c'était incroyablement riche. Enfin, on apprend plein de choses en fait de son corps quand on arrive à décoder ses messages et être ancré en lui, etc. Et j'aimerais bien amener les gens à être un peu plus ouverts à ça et connectés à eux et que ça leur permette de prendre les bonnes décisions, de trouver leur voie. Ah, c'est cool. Tu connais la danse des 5 rythmes? Non. Ça te plairait, ça, je pense. C'est un peu ça. C'est vraiment une danse où tu explores plusieurs rythmes. Et l'idée, c'est pas vraiment de bien danser ou de danser dans un cadre, c'est plus de laisser ton corps se faire porter, se laisser porter par la musique et voir ce que ça va générer comme émotion. Parce que ton corps, tu vois, si je me mets comme ça pendant 20 minutes, c'est sûr qu'au bout de 20 minutes, je me sentirai pas hyper bien. Si je me mets comme ça et que je suis beaucoup plus ouverte, c'est sûr qu'à priori, je me sentirai plus en puissance. Et donc là, tu peux aussi mettre ton corps en mouvement. Il y a pas mal de choses autour de tout ce qui est embodiment et toutes ces pratiques-là. Et sur la danse en particulier, il y a des trucs sympas. Mais je vais me renseigner sur la danse des 5 rythmes, du coup, c'est noté. Ouais, faut que tu fasses, faut que tu essayes. Il y en a à Paris, c'est sûr. Et du coup, quels sont tes leviers pour te faire connaître de tes clients? Parce que je sais que tu as un très joli site internet. Il y a peut-être du bouche à oreille ou alors des salons ou… Alors, c'est que du bouche à oreille. Ouais, Et maintenant, je commence un peu à communiquer sur LinkedIn, ouais. mais c'est assez récent parce que je savais pas trop quoi dire. Et en fait, maintenant, je commence à m'autoriser à le faire et à faire un peu des articles plus de fond. Donc, c'est sûr que c'est pas… c'est ça, mais c'est que du bouche à oreille. Et comment est-ce que je fais en sorte que… Enfin, là, c'est plus facile maintenant parce que ça fait quelques années. Mais au début, je faisais expérimenter le coaching aux gens.
parce que le coaching, veut dire beaucoup de choses. Et le coaching avec moi, ça va être différent du coaching avec toi, qui va être différent du coaching avec quelqu'un d'autre. Et du coup, si quelqu'un a envie de travailler avec moi, il ne peut pas décider comme ça, juste sans savoir et sans l'avoir expérimenté, en avoir fait l'expérience en tout cas. Et donc, du coup, c'est ça que je proposais. Donc, je faisais pas mal de séances. En disant genre, ah, t'es coach, ça veut dire quoi? Bah, si tu veux, on prend du temps ensemble. Et puis, bah, je te fais expérimenter ça. Puis après, si ça t'intéresse, on pourra décider de travailler ensemble, mais ce n'était pas mon intention. Ok. Je ne cherchais pas à vendre parce que il y a cette phrase en anglais qui dit What is needy is creepy. What is needy is creepy. Tu sais, c'est ce mec ou cette nana qui est intéressée par toi et toi, tu es là, non, en fait, j'ai pas envie, mais qui continue un peu à dire, ah, mais si, c'est hyper, au bout d'un moment, il y a vraiment un truc de genre, tu vois. Mais c'est pas la même chose quand tu vends, ou ce commercial qui va être un peu toujours à pousser, et toi, au bout d'un moment, c'est genre, donc, c'est hyper important de tenir la posture de, en fait, je ne cherche pas à te vendre, mais pour de vrai, parce que la personne, elle va le ressentir. Donc, c'est pas évident, ça se travaille. Et en même temps, j'ai vraiment l'envie de te faire expérimenter ce que j'aime. Et moi, je suis vraiment partie de l'envie, en fait. J'étais tellement enthousiaste par ça, et je suis toujours d'ailleurs en me disant, mais c'est super, vraiment ce truc-là, vas-y, on prend du temps ensemble. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et si tu as envie de travailler avec moi, ben, on regardera. Et puis, si tu n'as pas envie, mais il n'y a pas d'intention pour moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu pas mal de personnes qui sont pas venues des clients directs, mais ont été des prescripteurs de mon activité derrière. Ah, ouais. Et du coup, ils pouvaient parler de leur expérience. Parce qu'au début, maintenant, c'est plus facile parce que j'ai des cas clients. Donc, je peux dire, bah voilà, j'ai un client, il s'est passé ça, j'ai un autre client, il s'est passé ça. Mais au début, tu n'as pas vraiment ces cas-là. Donc, les gens, ils te disent, OK, le coaching, c'est sympa, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, bah, j'en parle, et puis il y a des trucs qui changent. OK, super. Ça coûte cher quand même pour parler. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler à une copine? Ça sera vachement moins cher. Et c'est vrai, parce que les C'est pas copains pareil, hein. Bah, d'une certaine façon, l'amitié, elle te permet aussi de prendre du recul, tu vois. Sauf qu'il y a un agenda, entre guillemets, de l'ami ou de l'amie qui est, c'est quelqu'un qu'on aime a priori, donc on a envie de prendre soin de l'autre. En tant que coach, tu n'as pas envie de prendre soin de ton client. Ton client, il n'a pas besoin qu'on prenne soin de lui. C'est un être humain qui est en puissance. Et voilà, ça ne m'empêche pas d'aimer profondément mes clients. Et vraiment, c'est des gens que j'ai de l'émotion en le disant, c'est vraiment des gens que j'admire profondément et que j'estime et que j'aime vraiment profondément. Je pense que c'est important d'ailleurs de coacher avec amour, vraiment. Et en même temps d'être détaché sur les résultats. Et ça, c'est super dur. Ça, c'est super dur. Parce que tu aimes tes clients, donc tu as envie que ça se passe bien. Et en même temps, si j'ai envie que ça se passe bien, j'ai déjà un agenda pour eux. Et du coup, c'est ça que ça va venir dans mon coaching. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, en fait, il faut. L'objectif, c'est seulement qu'ils aillent à leur rythme et pour prendre conscience des choses et opérer le changement ben, via eux, en fait. Nous, on Ouais. est juste des catalyseurs. Ouais. Mais il y a des fois, c'est dur parce que tu vois un client qui est coincé dans un truc. Et toi, tu vois ce qui est possible, mais lui ou elle ne le voit pas à ce moment-là. Et c'est dur parce que parfois, ça prend pas mal de temps. Parfois, j'ai des clients qui me rappellent genre 1 an après, ils me disent: «Ah ça y est, maintenant je vois, ça y est, et tu dis: «Ah cool!» Et puis il y a des fois, ça se passe pas ou ils voient différemment et c'est ça qui est chouette aussi. Il y a vraiment ça demande je déteste ce terme, mais ça demande un lâcher prise, enfin ça demande un détachement, et en même temps une relation d'hyper confiance, enfin Mmh. Et du coup, je me demandais, parce que par rapport, enfin, on parlait là des leviers pour se faire connaître et puis peut-être fidéliser les clients. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, elles, demandent une certification Mmh. au coach pour pouvoir les employer. Mmh. Est-ce que côté particulier, les gens sont sensibilisés et sont attentifs aux certifications ou pas plus que ça?
C'est une bonne question. Alors, personne ne m'a jamais demandé ma certif, sauf même pas des entreprises, sauf des Ah oui? plateformes, non, sauf des plateformes type Move ou Simundia, qui sont les 2 plateformes avec qui j'ai travaillé. Les particuliers m'ont jamais demandé. En fait, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que les particuliers, en fait, ils s'en foutent. Ils ont juste envie qu'à la fin de la conversation, il y ait quelque chose qui ait changé. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je choisis mon coach ou ma coach, c'est que j'ai besoin de ça et j'ai envie de ça. Ouais. Normal, tu investis ton argent, enfin, tu as envie que ça change, quoi. Donc voilà. Après, sur la certification, je pense que je pense qu'il y a c'est pas du tout lié aux compétences. Je pense qu'il y a des très bons coachs qui n'ont pas de certification, notamment mon premier coach, lui, il n'est pas du tout certifié ICF, il n'est pas du tout certifié EMCC, il honnie ce genre de truc, c'est vraiment pas son il veut pas et il est excellent dans son travail. Hem Et il y a des gens qui sont très mauvais et qui sont certifiés. En revanche, ça témoigne d'un certain engagement vis-à-vis de la profession et d'un certain engagement de qualité et d'échange avec des pairs qui, je pense, est important. Voilà. Et puis, il y a quand même ce vrai enjeu de continuer à te former. Et je pense que la certification offre un cadre qui peut être intéressant. Je pense que ce n'est pas suffisant, que c'est important d'avoir toi ton propre programme de formation en tant que personne individuelle, de savoir, OK, je fais ma première formation individuelle, mais derrière, c'est quoi mon propre plan de formation? Comme tu peux avoir dans les entreprises, il y a quelqu'un qui te dit, voilà le catalogue, nanana, puis tu discutes avec ton manager, ton scope, machin. Quand tu es tout seul face à toi-même, c'est vachement plus compliqué parce que derrière, tu as toutes tes décisions business donc, et puis tu as tes envies aussi. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se font un petit peu happer par ça et qui vont choisir beaucoup de formations avec l'envie, mais qui ont un petit peu du mal à le mettre en face en termes de décision stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu vois, par exemple, j'adorais être professeure de yoga. Je trouve ça hyper chouette et ça serait très en lien avec le travail que je fais avec des clients et tout. Sauf que concrètement, c'est un peu en lien, enfin, ce serait très en lien, mais il y a des trucs qui sont plus en lien et qui sont plus logiques par rapport vers là où j'ai envie d'emmener mon business, qui est l'accompagnement de coach notamment. Donc, d'avoir toujours une conscience de mes formations, j'y vais pour le plaisir, c'est important, et aussi pour autre chose. Et qu'est-ce que je vais chercher en termes d'autres compétences, tu vois. Et c'est là où d'être dans des cadres comme l'ICF ou le MCC peuvent être intéressants. Et après, donc en ICF, tu as 3 certifications. Donc, tu as l'ACC, le PCC, le MCC. Donc, il y a des gens, par exemple, qui se disent master coach, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a pas mal je pense à des écoles qui disent qu'ils sont master coach. En fait, c'est juste le titre de leur coaching initial. Donc, je pense qu'il faut être vigilant à ça. Par contre, c'est intéressant de demander au coach que tu choisis de prendre combien d'heures de pratique il a, c'est quoi sa philosophie, c'est quoi sa posture, c'est quoi les bouquins vers lesquels il y revient tout le temps. Enfin, tu vois, de creuser un peu ces éléments-là et de voir un peu s'il y a de la matière, parce que sinon, master coach, ça, tu vois, ça ne veut rien dire. Voilà. Et toi, tu es certifié PCC, Ouais, il me semble. ouais. Et donc, ça correspond à peu près à 500 heures de coaching minimum. Je ne sais plus quels sont les chiffres, c'est possible. Bah, actuellement, c'est 500. D'accord. Et donc, moi, je me demandais, est-ce que tu avais passé le premier stade, donc associate coach, avant de passer professional coach, ou est-ce que tu es passé direct à professional coach? Je suis passée par l'ACC avant parce que il me manquait des heures de formation pour être en PCC. J'avais Ouais, assez d'heures de pratique, mais il me manquait des heures de formation parce qu'en fait, je m'étais formée auprès de gens qui, en fait, l'ICF liste je ne des reconnais formations. pas. Ouais. Voilà, et donc mon fameux mentor qui est anti-certification, moi je me suis beaucoup formée avec lui, mais du coup, lui, Mm. en fait, tu vois.
Donc voilà, mais après, c'était un choix que j'ai fait aussi. Mais oui, je suis passée par la CC et le PCC. D'ailleurs, moi, je vise le MCC. Ok. Mais c'est, je ne sais plus, 2500 heures de coaching. Pour l'instant, je suis à 1500. Donc, il me manque encore un peu. Ouais. Mais c'est vrai que ça vient avec la pratique. Mais il y a aussi ce recul sur soi et ouais, je pense que c'est vraiment fondamental en tant qu'indépendant de réfléchir à quelles sont les compétences. Et combien de temps, parce que toi, tu t'es mis très rapidement à faire du coaching pour les raisons que tu expliquais tout à l'heure. Et en combien de temps à peu près est-ce que tu es arrivé à accumuler tes 500 heures de coaching? Ah, c'est une bonne question, je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire ça. Je pense que c'est bien d'avoir un rythme quand même, de coacher, par exemple 2 fois par semaine. Comme ça, tu continues à grandir. Plutôt que d'avoir beaucoup de coaching et après plus rien, beaucoup de coaching et après plus rien, ou d'avoir un client régulier, tu vois, sur lequel tu travailles un peu dans la durée. Comme ça, tu as toujours une pratique. Moi, j'ai commencé avec 2 clients que je coachais le samedi et le dimanche, quoi. Donc, mais c'était régulier, donc ça te maintient dans le rythme. Mm. Après, honnêtement, quand j'avais un job à temps plein, c'était un peu compliqué de faire ça. Donc, tu fais ça le soir, tu fais ça le week-end. Bon, au bout d'un moment, t'es dimanche après-midi, tu as envie de faire autre chose. Mais moi, j'adorais ça. Donc, bon, voilà. Mais quand même, tu vois, bon. J'étais célibataire. Voilà, je me disais que c'était cool. Bon. Après, quand tu es à ton compte, bah, là, tu peux augmenter quand même le nombre de personnes que tu coaches. Donc, Ouais. mm. Et tu fais des séances généralement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Enfin, la fréquence pour une personne, ça dépend vraiment d'elle, ou est-ce que tu as une méthode et que tu imposes? Ouais, alors, j'ai les clients avec qui j'ai jamais travaillé et puis les clients avec qui j'ai travaillé. Donc, les clients avec qui j'ai jamais travaillé, je propose des formats longs, donc des packages de 6 mois ou de 1 an, où on bosse une fois par semaine avec un créneau dédié. Je coach pas à l'heure, donc le créneau, il peut être 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, je fais pas des éléments comme ça. Donc, on travaille vraiment ensemble sur 6 mois ou sur 1 an. C'est-à-dire, OK, on bosse ensemble et voilà ce à quoi on peut arriver. Et je fais pas de rendez-vous client la dernière semaine du mois. Je fais ce que j'appelle les office hours. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous mes clients qui viennent et puis de faire du coaching collectif avec ceux qui ont envie. Donc là, c'est le cas de la dernière semaine. Donc, tu vois, là, ce matin, j'avais des office hours avec mes clients. C'était cool. Et ensuite, ils ont coaching virtuellement illimité pendant ces 6 mois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer une relation dans laquelle ils sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes dans la relation qu'on a créée ensemble. Et ils s'engagent à travailler sur les objectifs. Donc, ça peut être parfois de m'envoyer un email et me dire, bah, voilà ce qui se passe pour moi. Ça peut être parfois un message de découragement, ça me saoule. Et le deal que j'ai avec eux, c'est moi, je ne réponds pas toujours. Je réponds si j'estime que c'est important. Et que par contre, s'il y a vraiment un besoin, ils peuvent contacter. Après, mes clients sont quand même vraiment indépendants. Enfin, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait des gens qui abusent, quoi que ce soit. Enfin, vraiment, parfois, j'ai la question, ils me disent, mais en fait, comment tu fais? Tu n'as pas des clients qui abusent et tout? Honnêtement, pas du tout. J'ai des clients super indépendants qui font très bien leur truc. Donc, c'est plutôt en général à moi de les inviter à partager et d'être vulnérables sur leurs difficultés. Parce que c'est dans ces moments-là que je peux faire des mini questions de coaching pour les inviter à continuer la réflexion. Ok. Donc, c'est ça. Après, j'ai testé plusieurs trucs et je pense que c'est important. Moi, c'est le format qui me convient le mieux. Donc, c'est ça que je fais. Je connais des gens qui font des formats à 3 mois, des formats à 4 mois. Il y en a qui font des nombres de séances, 10 séances. Il y en a qui se disent, bah, on fait ad vitam aeternam jusqu'à qu'on ait envie d'arrêter à fréquence de 2 semaines. Je connais même, on m'avait même parlé une fois d'une coach qui faisait des trucs hyper intenses, genre pendant 1 semaine. Tu travailles avec elle, genre non-stop, quoi. Waouh. Ouais, voilà. Moi, j'étais là, ouh. Non, je n'ai pas envie de ça. Mais c'est marrant, enfin, c'est intéressant de se dire, OK. Et d'une semaine sur l'autre, ils ont le temps d'intégrer, de mettre en application déjà un certain nombre de choses. Alors, bah, de mon expérience, c'est bien enfin, ça garde la dynamique.
Ouais. Ça entraîne, enfin, ça éduque ton client à venir avec des requêtes de coaching, à réfléchir, à se mettre dans l'action, à se responsabiliser. Et puis, on a aussi une alliance, enfin, ce que j'appelle une alliance de show up as you are. Donc, vraiment, si un jour, tu es dans l'émotion, ça va pas, machin, tu sais rien, blablabla, d'être juste présent et engagé et OK. Et à partir de cet espace-là, on créera quelque chose. Mmh. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là où parfois, client dit: «Ben, cette Émilie, j'ai pas de requête de coaching, soit tout va bien, soit tout va pas bien». Bah, on explore ce qui est là et souvent il en sort des trucs, enfin à chaque fois en fait, c'est des très, très belles séances parce qu'en fait, il y a pas d'attente. On explore juste ce qui est présent et ça donne vraiment une qualité de profondeur, Mmh. hem, importante. Et ça d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu connais la théorie U? Mmh. Hem, donc c'est de Otto Scharmer, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est cette idée que tu rentres, tu vas en profondeur pour aller toucher, quelque chose. Ce que moi j'appelle le deep coaching, c'est ça un peu mon école, c'est, on va pas coacher la surface, on va aller, vraiment voir ce qui se joue, Mmh. ce qui se joue, ce qui se joue, ce qui se joue. Et moi je vais continuer à descendre, d'ailleurs c'est un truc que je dis à mes clients, et le rôle de mes clients, c'est de me dire: «Amy, moi j'ai besoin que tu m'aides là». «OK». Ou «Moi j'ai besoin que tu m'aides là, mais je sais pas trop». «OK». Mais moi mon job, c'est que je continue à descendre pour aller voir ce qui se joue encore derrière. OK. Ouais, c'est un peu c'est dit enfin, Un peu conceptuel? ouais. Bah, je te donne un exemple. Tu viens me voir et tu me dis: «Émilie, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids». Très bien, objectif, très simple. OK, tu veux perdre combien? Je veux perdre 5 kilos. Tout le monde veut toujours perdre 5 kilos. Donc je veux perdre 5 kilos. Très bien. Donc si je te coach, je peux te coacher en superficie, en surface et te dire: «Bah, très bien, de quoi tu as besoin?» «Ah bah, j'ai besoin de faire du sport». «OK, cool. Quelques structures on peut mettre?» «Et bah, je vais bosser, je vais faire du sport les lundis, mercredis, vendredis. Je vais aller à la salle ou je vais faire, la course à pied, machin bidule». «OK, comment tu peux te saboter?» «Ben, je vais pas me lever, je vais manger plus». OK. Ça reste très dans la surface. On n'a rien Mmh. touché. Enfin, invisuellement. Donc, je te le fais en très synthétique, mais parfois ça donne des discussions bien plus complexes, mais au final, ça revient à ça. Moi, mon job, c'est de me dire: «Ah, c'est intéressant, tu veux perdre du poids. Qu'est-ce qui se passerait si tu perdais du poids?» «Ah bah, du coup, je me sentirais mieux dans mon corps, je me sentirais plus légère». «OK, si tu te sentirais plus légère, à quoi ça ressemblerait?» «Bah, du coup, je serais plus à l'aise, je pourrais bouger, hem, heu, je me sentirais, peut-être plus active dans ma façon d'interagir au travail, je me sentirais plus séduisante dans ma façon d'être avec mon amoureux, mon amoureuse. Ah OK, qu'est-ce qui se joue, à ce niveau-là dans ton rapport à ton corps? Ah bah, et tu vois? Et là, on va creuser. Et là, tu peux aller vraiment Mmh. dénouer des choses et souvent le sujet, c'est pas la perte de poids. Ça, c'est Oui, la requête initiale. Mais en fait, le vrai sujet, c'est autre chose. Là, c'est mon oui. rapport à mon corps, c'est l'amour que je peux avoir vis-à-vis de lui, c'est le mouvement que j'ai ou que j'ai pas, dans mon corps, c'est la façon si je l'habite ou je l'habite pas. En fait, c'est plein d'autres trucs, tu vois? Mais si je reste, à la requête initiale de mon client, ben, on va pas aller très loin. Ouais, c'est très clair. OK. Effectivement. Et OK. Donc et ça, c'est un de tes, outils et tu me parlais de enfin, notamment dans la certification, tu me Mmh, disais, c'est important de se prévoir un plan de formation personnel, mmh, en continu effectivement, il y a des formations de coaching qui sont assez longues et qui permettent de toucher à un peu toutes les techniques, mmh, la PNL, la mmh, ceci, la cela et cetera et puis, il y a aussi la possibilité d'aller suivre, ces formations dans des écoles spécialisées et mmh, ce que j'ai regardé, c'est quand même des choses qui prennent, pas mal de temps, enfin qui se mmh, font sur plusieurs années, mmh. toi, est-ce que enfin, quels sont tes principaux outils, Est-ce que tu as suivi d'autres formations complémentaires à ta formation de coaching? Est-ce que tu es branché PNL, analyse transactionnelle, Moi, alors c'est une spécialité, c'est marrant parce que j'en parlais avec mon tuteur, aujourd'hui. Mmh. En fait, je pense que c'est un choix que j'ai fait de pas faire de spécialité. La PNL, je suis allée voir et ça m'a pas plus parlé que ça. L'analyse transactionnelle, j'utilise et je connais un petit peu, mais je suis pas experte en AT. Je connais l'hypnose, je connais, le personal branding, je connais, techniques d'art oratoire, la présence, j'utilise beaucoup le théâtre,
Et en fait, mon parti pris, et je pense que ce qui fait ma spécificité en tant que coach, c'est moi, ce que j'adore, c'est croiser les mondes. Donc, j'adore bosser avec des trucs hyper perchés, genre le tarot, la danse, le yoga, la méditation, voilà. Et des trucs qui sont complètement rien à voir, genre l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la poésie. Tu vois, d'aller vraiment explorer plein de choses et croiser tous ces éléments-là. L'écriture aussi, tu vois, et voir comment est-ce que ces éléments-là vont résonner avec mon client. Donc, en termes d'outils, j'ai un peu fait le choix de ne pas me spécialiser dans quelque chose parce que ma spécialisation, elle est au croisement de ce que je vois. Après, je suis intéressée quand même par... je travaille avec un concept qui s'appelle l'essence et cette idée que your being, donc qui tu es dans ce que tu fais, a une influence, du coup, et d'avoir conscience de cet impact-là, d'abord vis-à-vis de toi-même et ensuite vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'explore un peu plus. Donc, c'est moins comportementaliste, on va dire, c'est plus du coaching existentiel, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Mais tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec les éthiques. C'est vraiment pas mon truc. Je préfère me dire, bah, tiens, quels sont les grands penseurs en méditation et en yoga? Quelle est la philosophie derrière et comment ça peut venir me nourrir? Ou aller explorer des trucs complètement perchés, genre le néo-chamanisme, et me dire, tiens, il y a des trucs intéressants là-dedans. Comment ça va venir nourrir ma pratique? Voilà. Oui, sans se dire, ah bah, je vais me certifier en PNL ou en AT ou quelque chose comme ça et l'utiliser spécifiquement comme un cadre dans toutes mes séances. Non, moi, je crois que j'ai vraiment besoin de liberté. Je crois que vraiment, dès que je me dis, OK, il faudrait que je fasse comme ça, j'admire, hein, tu vois, j'ai une de mes collègues coach, elle est vraiment spécialiste en PNL depuis plusieurs années, elle connaît vraiment bien ce truc-là. Je dis, cool. Moi, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a jamais un truc qui m'a dit vraiment, j'ai envie d'y aller à fond, quoi. Je crois que c'est pas mon truc. Donc, c'est pas obligatoire de suivre une formation dans un de ces domaines. Non. Et après, tu vas attirer aussi des gens qui seront comme toi. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt attirer... Enfin, tu vois, je suis intéressée par l'écriture, la poésie, par exemple, et les arts de manière générale. Bah, du coup, j'attire des gens qui sont comme ça, qui sont attirés par ça. Donc, que ce soit de la musique. Bon, moi, je ne suis pas musicienne, mais j'ai eu des musiciennes incroyables dans mes clients. C'est des trucs de malade. Et des gens qui sont aussi très sportifs, beaucoup dans le sport, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça te renvoie aussi, toi, ta couleur de coach dont tu n'avais pas nécessairement conscience au début, en tout cas. Mais moi, tu vois, si je me forme sur des trucs, ce sera sur... des trucs qui n'ont rien à voir, comme le travail avec des chevaux et le corps dans le travail avec l'animal, par exemple. Ça, c'est des trucs que je trouve intéressants. Ou de l'anthropologie. C'est très intéressant bah, comme point de vue et de voir qu'il n'y a pas des choses toutes tracées par rapport au livre que j'ai lu et à ce que les grands pontes disent oui, c'est bien de maîtriser au moins une théorie de la personnalité, c'est bien ensuite de connaître tel et tel et tel outil. Mais en fait, il y a il y a multiples manières de créer son propre corpus et ses influences. Et du moment que tu attires toujours les personnes chez qui ça résonne, tout le monde est content. C'est ça. Je pense que c'est important de savoir, toi, ce qui t'attire et ce qui te plaît, d'aller un peu chercher, tu vois, en termes de sérieux et d'avoir un peu de matière. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, en fait, ces gens-là. Mais il n'y a pas d'obligation. Enfin, tu vois, concrètement, un client qui dit oui, moi, je voudrais de l'approche PNL, c'est du jargon de coach. Personne ne comprend rien. Enfin, tu vois, avant de rentrer dans ce monde-là, moi, j'ai aucun client qui m'a dit un jour, bon, Amy, je voudrais qu'on fasse de l'analyse transactionnelle. Et d'ailleurs, j'en parle pas. Je dis, si tu as envie, parfois j'ai des clients qui me demandent, je dis, bah oui, si tu as envie, voilà le bouquin, tu peux lire. Mais ils s'en foutent, ils veulent juste un outil qui leur rende service à un moment T, quoi. C'est un avis. Non, mais je trouve que tu as raison. Enfin, ça marche. Et après, il y a une question que je trouve
très intéressante. Et bon, comme je ne suis pas encore coach au quotidien, etc., mais je me demandais comment s'organisent tes semaines, tes journées, parce que du coup, Mm. c'est ton activité principale, enfin à temps plein. Ouais. Mais en même temps, il n'y a pas que les séances de coaching, parce que tu as certainement peut-être de l'administratif, ou je ne sais pas, Mm. tu disais que tu avais du coaching virtuel, enfin que les personnes pouvaient t'écrire Mm. des mails, etc. Donc j'imagine que tu as du temps aussi de gestion de tes mails, de planning, de lecture pour développer Ouais. ton savoir. Alors, C'est je fais. pas forcément une question facile. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un truc auquel je suis vachement attachée, la gestion du temps et de comment est-ce que tu fais. Et j'invite toujours mes clients à définir idéalement leur semaine. Ils voudraient qu'elle ressemble à quoi? Parce qu'au début, quand je me suis lancée, je coachais tout le temps. Donc, de 8 h du matin jusqu'à 22 h, parce que j'avais des clients aux États-Unis, j'avais d'autres clients qui étaient en Asie. Donc, en fait, ça fait des amplitudes horaires de malade. Et puis, enfin, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis dit, OK, on va reprendre les bases. Et donc, maintenant, je coach du lundi au jeudi. Je prends très rarement des coachings le vendredi. J'essaie de ne pas prendre de coaching le vendredi. J'essaie de ne pas prendre de rendez-vous, quoi que ce soit le vendredi d'ailleurs. C'est un moment où je prends plus tant de temps pour moi. Je fais une partie de mon admin et de mes facturations. Et c'est plutôt un moment où je vais être un peu plus tranquille, où je vais essayer de ne pas bosser trop tard, aller faire du cheval l'après-midi parce que c'est mon grand truc. Voilà, bouquiner, lire des trucs, me nourrir, ça c'est important. Les après-midi sont plutôt, c'est plutôt du coaching, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi. Du coaching online ou en physique, principalement online. Ma pratique, elle est plutôt à distance. Parce que j'ai des clients un peu partout dans le monde. Et le matin, c'est plutôt des moments où je vais prendre du recul, gérer mes mails, faire du travail de fond. Donc, ça peut être du travail sur ma propre compétence, ça peut être un retour de coaching où je me dis, bah, tiens, où est-ce que j'en suis avec ce client-là? Prendre un peu du recul. Des réflexions, où, tu vois, de prendre des décisions stratégiques, etc. Et en général, j'essaie de faire de l'écriture aussi. Le lundi matin, j'essaie vraiment d'avoir ce temps-là de préparer ma semaine et de me dire, OK, à la fin de la semaine, qu'est-ce qui est important pour moi d'avoir avancé? Et c'est 2 trucs, c'est max 2 trucs. Et c'est pas une to-do list super longue, c'est vraiment juste 2 éléments. Donc, j'ai bossé sur mon livre et j'ai bossé sur, je sais pas, tel client, tu vois? J'ai réfléchi à tel client. Et ensuite, j'ai ma to-do avec un peu les activités de la journée, enfin de la semaine. Mais je m'organise vraiment à la semaine et je me fais aussi un plan un peu stratégique à l'année, à quel résultat est-ce que j'ai envie d'arriver? À 6 mois, à quel résultat est-ce que j'ai envie d'arriver? À 1 mois, à quel résultat j'ai envie d'arriver? Et du coup, ça, c'est un peu mes KPI, entre guillemets, tu vois. C'est d'ailleurs le premier exercice que je fais avec mes clients, c'est OK, on bosse ensemble 6 mois. À quel résultat tu as envie d'arriver? Et du coup, d'avoir un peu cette boussole-là pour moi. Oui. Puis après, il y a toute la gestion du quotidien, comme d'habitude, tu vois? Mais c'est ces moments-là. Et après, en termes de gestion des mails, je les regarde, il y a vraiment une espèce de discipline de pas regarder, de regarder mes mails à des moments clés. Voilà. Pas se laisser bouffer Mmh. entre Ouais, d'être concentrée en fait sur des tâches. Et ensuite, j'enchaîne jamais des coachings. Donc, je me prends toujours un moment pour me ressourcer. Enfin, tu vois, je fais jamais j'ai toujours trouvé ça hyper désagréable en réunion, en entreprise, quand tu as des agendas, tu sais, qui sont blindés, parce qu'il y a des gens qui te foutent des réunions. Et moi, j'étais là: «Ah non, c'est pas possible». Donc donc non. Et donc je suis maître de mon agenda et je mets toujours une demi-heure entre chaque rendez-vous pour me permettre de souffler, pour pas me dire: «OK, là, il est telle heure, j'ai une réunion dans 2 minutes, donc merci, au revoir». Enfin, j'aime pas du tout ça. Donc je fais attention à ça aussi. Mmh. OK. Mais c'est bien, enfin, je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très structuré, très carré. Mmh. Et c'est hyper important de préparer ta to-do de la semaine. Moi, je fais ça aussi, soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Ouais, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tous ouais. les matins, me dire, OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi? C'est ça, ça, ça.
Et puis d'avoir une vision à plus long terme, c'est hyper important aussi de s'accorder du temps pour soi et de trouver des moments qui sont consacrés à soit rédiger du contenu, soit à se former. Mm. Mais du travail de fond, comme tu dis, c'est hyper important. Et je pense que ça peut être un piège de se laisser embarquer par coaching, 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 enfin tout le Mm. temps. Mm. Bah, tu pilotes rien dans ces cas-là. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu es dans l'opérationnel et je pense qu'un dirigeant, enfin, je pense que tu es dirigeant de ta propre boîte. Et en fait, pour diriger, pour moi, il y a toujours 3 temps. Et ça, je le dis souvent, il y a le temps de prise de décision. Et pour prendre des décisions, bah, il faut prendre du recul, il faut réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Il y a le temps de faire, donc bah, l'opérationnel. Donc, je coach, j'écris un mail, je lis, tu vois. Et il y a le temps de repos. Mm. Parce que s'il n'y a pas le temps de repos, il n'y a pas les autres et il n'y a plus de business. Ça, c'est clair. Et ça, c'est fondamental d'apprendre à gérer ton énergie, particulièrement en tant que coach, parce que il peut y avoir des séances qui sont plus ou moins faciles. Et puis, il y a ouais, enfin, comment est-ce que tu prends tes décisions, comment est-ce que tu gères ta journée, comment est-ce que tu gères ta propre énergie dans une séance, tout ça, d'en avoir conscience et de voir ce dont tu as besoin aussi. En fonction de la saison, en fonction de ton niveau de fatigue, en fonction de là où en sont tes clients, ou du Covid. Enfin, tu as plein de choses, quoi. Ouais, très important de se reposer, c'est vraiment les 3 phases. Et, et toi, ton travail de fond en ce moment, si j'ai bien compris, c'est la formation à la supervision. Yes. Et donc, bah, c'est peut-être ma dernière question, parce que l'heure tourne un peu, et puis tu dois avoir la gorge un peu sèche. Non, je ne sais pas. Ah, très bien. Oui, donc la supervision, je crois que c'est un peu différent, le mentorat et la supervision. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça et bah, comment ça se passe Comment ça quel se est le passe? projet comment ça se passe Qu'est-ce qui m'a donné envie? J'avais vraiment envie de trouver une formation qui me permette de passer un niveau au-dessus, parce que je sentais que je tournais un peu sur les mêmes sujets, donc je me disais: «Bon, ça va pas, ça va bien 6 mois, mais bon». Du coup, j'ai mis 6 mois à trouver une formation de supervision qui m'allait. Ouais. Et ensuite, moi, j'adore bosser avec des coachs parce que je trouve je suis vraiment engagée dans la professionnalisation de la profession. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec les coachs. Et donc, j'ai vraiment envie de continuer sur ce chemin-là de- d'accompagnement. Euh, donc, j'ai mis un peu de temps à trouver une formation parce que justement, il y a des formations où c'est des trucs spécialisés. Donc, si tu es spécialisé dans la T ou tu es spécialisé dans la PNL, alors tu peux devenir superviseur. Comme moi, j'étais spécialisée dans rien et dans tout et dans rien. Je me suis dit, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une supervision qui me permet une formation en tout cas, qui soit OK avec ça et qu'on fasse quelque chose. Et donc, et qui soit aussi international, ça, c'était important. Du coup, j'ai une formation qui est américaine, mais qui est francophone. Donc ça, c'est la première fois que je me forme en français. Donc c'est intéressant pour moi parce que du coup, il y a tout le vocabulaire qui est francophone. Et puis, c'est avec des Belges et des Suisses et des Français. Donc c'est cool parce que ça fait un réseau plus local. Parce que bon, le réseau américain, c'est sympa, mais enfin, ils sont quand même pas très à côté. Donc ça, c'est cool. Et pour t'expliquer un peu ce qu'est la supervision par rapport au coaching, en coaching, tu as un point A et tu vas arriver à un point B. Et c'est le point B sur lequel veut arriver ton client. En supervision, c'est vraiment, il y a cette phrase qui dit « rien à faire, nulle part où aller ». Donc, tu te positionnes vraiment d'égal à égal avec ton supervisé et tu explores. Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que tu vois? Donc, par exemple, ton supervisé va avoir des questions autour, je ne sais pas, je me rends compte qu'avec tel coaché, on n'avance pas, ou tiens, tel je sens qu'avec avec ce coaché-là, il y a eu cette séance-là où j'ai du mal à gérer les émotions. Et donc, très bien. Et donc, moi, en tant que superviseur, je vais regarder. OK, regardons ensemble qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue pour toi? Qu'est-ce qui se joue
dans le rapport avec ton coaché? Qu'est-ce qui se joue dans le système du coaché? Qu'est-ce qui se joue dans votre relation? Qu'est-ce qui se joue dans notre relation superviseur-supervisé? Ça, c'est le modèle des 7 regards, donc de différentes perspectives. Oui. Et vraiment, c'est cette idée de on explore ensemble et on ne cherche pas. Enfin, pour moi, il y a beaucoup d'humilité dans la posture de superviseur, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire arriver mon supervisé à un endroit. Mhm. J'ai complètement confiance dans le process pour que émerge ce qui émerger et mon supervisé repartira avec ce dont il aura besoin. Et j'ai lu que, par exemple, lorsqu'un coach a une problématique qu'il n'arrive pas à résoudre ou une relation avec un coaché avec laquelle, qui n'est pas à l'aise, Ouais, du coup, qui doit courir chez son superviseur pour discuter de tout ça. ouais, Mais du coup, là, quand le coach, donc le supervisé, a une problématique bien spécifique, ouais. la supervision tourne principalement autour de cette problématique, j'imagine. Oui, et tout le reste, parce qu'encore une fois, il y a le sujet et puis il y a tous les systèmes qui sont autour. Oui. Et c'est pareil en coaching d'ailleurs. Sujet de perte de poids et en fait, qu'est-ce qui se joue Oui. derrière ou en dessous, tu vois. Donc, c'est un peu la même logique. C'est simplement l'intention, elle n'est pas au même endroit. Dans un cas en coaching, l'intention, elle est vers l'objectif avec Oui. le coaché. Donc, on traverse le jardin, on dit, pour aller à un endroit. En supervision, l'intention, elle est être au service du supervisé. Et donc, on peut se balader dans le jardin et ralentir. Il y a vraiment cette idée de Mm. je me pose, je ralentis. Asseyons-nous là un peu, juste voir ce qui est présent. Donc, vraiment poser. C'est un peu un méta-coaching. Ouais. 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 Il y a vraiment ce truc-là. Et je trouve ça passionnant comme voyage. C'est chouette. Mm. C'est chouette de trouver des étapes comme ça pour continuer de grandir. Et je suis sûre que tes futurs supervisés seront très contents. Eh ben, écoute, j'espère. Ou j'espère rien, justement. Parce que c'est d'être dans la présence, simplement. Dans cette Ouais, idée de je suis pleinement avec toi, avec ce qui est présent. Mm. Et donc là, tu en es où dans ta formation? Donc là, je termine en septembre de l'année prochaine. Et donc, je suis à la recherche de 5 coachs qui seraient curieux et curieuses pour être supervisés. Donc, si tu connais des gens, n'hésite pas. Ça marche. Mm. Et j'y penserai, surtout que je vais bientôt être au contact de plus en plus de coachs. Ouais, il y a cette idée de pratique qui, pour moi, est fondamentale. Et après, on a une liste de, je ne sais pas combien il y a de livres, mais genre à 80 à lire. Bon, autant dire que je ne lirai jamais les 80 livres, mais c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre encore d'autres réflexions et d'autres philosophies. Et je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport au coaching, c'est il y a les outils Mm. et il y a la philosophie. Avec toi, avec quel regard sur le monde tu portes en tant que personne et donc en tant que coach? Tu vois? Quelles sont Mm. tes convictions? Quels sont les mouvements qui te portent? Et enfin, il y a vraiment cette idée de coacher avec qui tu es. Mhm. Oui, il y a ce que tu fais, les outils que tu vas utiliser, que tu vas apprendre, mais il y a vraiment qui tu es euh, en tant que personne, ton histoire, ta sensibilité, enfin, tous ces éléments-là qui vont être au service Mm. des résultats de ton client. Donc, c'est encore une belle aventure parce que j'imagine que c'est une transformation intérieure qui ensuite va pouvoir t'amener à Bien sûr. utiliser et accompagner des coachs. Ouais, bah, c'est vraiment cette idée que tu peux avancer, tu peux coacher jusqu'au niveau de conscience que tu as. C'est pas vraiment ça la phrase, mais en gros, il y a cette phrase qui dit tu peux pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Donc, Oui.
faut aller à un cran en dessous. Donc, moi, mon job, c'est de continuer à aller en dessous dans ma connaissance de moi parce que si je m'arrête là, du coup, mes clients, ils s'arrêteront là avec moi. Tu vois? Je vois. Bon, c'était chouette de te parler. Ça fait une belle discussion. Merci beaucoup parce que Merci. j'ai posé beaucoup de questions et tu as eu la patience et la passion de répondre à tout. Alors, merci beaucoup parce que moi, ça me donne vraiment une meilleure vision du métier du coaching et ta vision de ce métier, de cette réalité-là, ce que je trouve très, très chouette. Et puis, tout ça dans une bonne humeur, bonne ambiance. Et donc, tu m'as apporté beaucoup de valeur et j'espère que je pourrai un jour te rendre l'appareil si tu as des questions à me poser ou si tu as envie de creuser quelque chose avec moi ou si tu as besoin de quelqu'un pour être un cobaye ou explorer quelque chose. Je serais très ravie, je serais vraiment ravie de retenter l'expérience avec toi. Merci beaucoup. Et moi, c'était un plaisir aussi parce que j'ai rarement l'occasion comme ça de pouvoir réfléchir sur ma pratique. Donc, c'est chouette. Et puis, tu as une belle énergie et ça pose des bonnes questions. Donc, merci parce que ça me donne ce cadre-là et cet espace-là pour regarder tout ça. Et surtout, tiens-moi au courant et dis-moi comment tu avances dans ton voyage et je serai avec plaisir pour qu'on rééchange ensemble. Je ne manquerai pas de te tenir au courant et puis avec grand plaisir pour échanger. Merci beaucoup, Charline. Prends bien soin de toi. Merci. Passe une très bonne soirée. Merci. Ciao.